Hola, buenas tardes a todos et merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro d'Inside Liga, votre émission sur le football espagnol sur KB Sport TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au match qui va commencer dans quelques minutes. Real Sociedad Atlético de Madrid, c'est à 19h45. Et puis, nous allons parler des équipes espagnoles en Champions League et en Europa League, mais surtout des adversaires de ces 7 équipes espagnoles. Et puis, nous allons le faire, bien sûr, avec notre invité d'aujourd'hui, Fred Griffaton, qui est le fondateur et l'administrateur du compte Twitter Valencia France, Fred, qui va débriefer avec nous le match de ce week-end dernier, le Barça-Valencia. Mais pour l'instant, nous allons commencer tout de suite avec Jingle Inside Liga. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Alison Nkunku, journaliste, chroniqueuse et aussi présentatrice, puisqu'elle m'a remplacé la semaine dernière. Elle a pris la place pour parler de la Liga. Merci Alison de nous accompagner encore aujourd'hui. Merci à toi, c'est vrai que je suis un vrai couteau suisse sur cette émission et ça me fait plaisir d'être là. Et puis Fred, notre invité aujourd'hui. Fred, donc le compte Valencia France, mais aussi chroniqueur sur Time Sport à Beurre FM. Merci de nous accompagner à nouveau, Fred. Bonjour Juan Rosé, bonjour à tous. Heureux de pouvoir débriefer de l'actualité de la Liga et de ce match Barcelone-Valence. Alors, le compte Twitter, déjà, Valencia CF, Coupe de football, France. Alors, c'est plus de 11 000 followers, c'est plus de 13 000 tweets que tu as envoyé. Alors, c'est quand même, j'imagine, un gros travail justement de tweeter autant et surtout d'être au fait de ce qui se passe du côté de Valencia. Alors, c'est sûr que plus de 13 000 tweets, c'est un gros travail, mais on est récompensé par une grosse communauté, une peña qui a été créée d'ailleurs, et c'est du bonheur. Donc quand c'est du bonheur, le travail, ça vient de soi. Le bonheur de Valencia et de ce compte Twitter que vous avez tout à l'heure vu à l'image. Si vous voulez suivre, donc vous serez parmi ces plus de 11 000 followers qui suivent déjà le compte Valencia CF France. Mais pour l'instant, nous allons parler de la 14e journée de Liga qui s'est terminée. Et pour ça, bien évidemment, c'est la Quiniela. Alors, la Quiniela avec des résultats quand même assez intéressants pour ce week-end qui vient de se terminer. Quelques résultats, l'Atlético de Madrid qui a battu Elche, l'Atlético de Madrid avec un doublé de Luis Suarez, l'Atlético de Madrid qui a pris la tête du championnat espagnol devant la Real Sociedad. Et puis, il y a Barcelona-Valencia, match nul. D'ailleurs, les deux équipes sont abonnées au match nul. On verra tout à l'heure donc un récapitulatif des dernières confrontations de ces deux clubs en Liga et vous allez pouvoir le vérifier. Et puis il y a eu ce match Levante-Real Sociedad, la Real Sociedad qui a perdu donc la tête parce qu'elle a perdu le match face à l'équipe de Valence. Levante, la deuxième équipe de Valence, c'était donc 2-1 pour Levante. Villarreal qui est allé gagner à Osasuna, ce qui permet à Villarreal de conforter sa 4e place dans le championnat espagnol, dans la Liga. Et puis Séville qui a fait match nul face à Valladolid. Séville qui se fait rejoindre lors des dernières minutes, un match qu'elle dominait et qu'elle gagnait. Pour terminer, un dernier résultat, c'est le Real Madrid qui est allé battre Eibar 3-1. Le Real Madrid qui va conforter donc sa 12e ex-aequo, ou première position ex-aequo avec l'Atlético de Madrid en tête du championnat espagnol et notamment avec un but marqué par notre ami Karim Benzema. Donc le championnat espagnol, la Liga telle que vous la connaissez aujourd'hui, c'est l'Atlético de Madrid qui est premier du championnat, suivi du Real avec le même nombre de points, la Real Sociedad 3e avec 26 points, Villarreal 4e, Barcelone qui commence à monter. Il y a quelques semaines, ils étaient 10e. Et bien voilà, aujourd'hui, ils sont 5e du championnat, juste devant Grenade et Séville, qui est le 7e de ce championnat. Donc, voilà pour le classement de la Liga. Il y a un autre classement qui vous intéresse, c'est celui du Pichichi, le meilleur buteur espagnol. Jusqu'à là, c'était Oyarzabal qui était en tête
de ce classement. Et bien maintenant, c'est fini. Maintenant, vous l'avez vu en photo, c'est Gérard Moreno de Villarreal qui est premier de ce classement des meilleurs buteurs avec 8 buts. Et derrière, ça commence à s'écorcer avec 7 buts. Oyarzabal, toujours, qui n'a pas marqué depuis plusieurs semaines. Il y a Iago Aspas de Celta de Vigo, qui se retrouve parmi les meilleurs buteurs avec 7 buts. Et surtout, Karim Benzema avec 7 buts. Il a encore marqué ce week-end. Et Luis Suarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui a réussi un doublé et donc qui est parmi les meilleurs avec 7 buts marqués en championnat. Alors, Alisson, est-ce qu'on est surpris quand on voit justement les buteurs? On retrouve Luis Suarez, on retrouve Benzema, on retrouve Yarouaf, c'est un peu particulier, mais la réalité est que les grands buteurs, ils commencent vraiment à prendre de l'ampleur, ils commencent à marquer. C'est le cas des 2 joueurs que je viens de citer. Bien sûr, on n'est pas surpris quand on voit un peu, quand on suit un peu le championnat espagnol. Mais là où on est un peu plus surpris, au vu des prestations de Barcelone, c'est que Messi soit parmi ses buteurs. C'est ça, Messi 6 buts, je crois, non? 5 buts, que Messi soit à 5 buts. Et là où aussi on est surpris quand on regarde à peu près à la physionomie du Real Madrid, c'est que Karim Benzema ne soit pas un peu plus haut. Parce qu'on a l'impression que Karim Benzema marque un peu plus parce que c'est le sauveur du Real Madrid. Donc on est surpris, oui et non. On est surpris peut-être des noms et du nombre de buts. On a l'impression que ça ne concorde pas, mais finalement c'est un classement assez logique. Buteur. Il y a eu quand même, lors de ce match, tu étais la semaine dernière, vous avez parlé de l'avant-match Barça-Valencia. Ça y est, on connaît le résultat. D'ailleurs, vous allez voir le tableau des confrontations entre Barcelone et Valencia. 4 victoires pour Barcelone, 1 victoire pour Valencia, 4 nuls. Et Fred, la semaine dernière, a dit, qu'en regardant ce tableau, il a dit oui, mais nous, on a gagné la Coupe du Roi. Mais c'était juste les confrontations en Liga. Hein? Je signale, c'est les confrontations en Liga. Et effectivement, on n'avait pas indiqué cette victoire de Valencia du côté face au Barcelone pour la coupe du Roi. Mais ce qui nous surprend de ce match, c'est qu'on n'attendait pas voir Valence quand même à ce niveau. Depuis plusieurs semaines, ils n'étaient pas terribles. Et là, ils ont fait face au grand Barça. Moi, Juan José, lorsqu'Alisson m'avait demandé mon pronostic, je lui avais dit 2-2. Au final, il y a eu 2-2. Donc, d'un côté, honnêtement, je disais également à Alisson que voilà, ce match, je partais pas forcément à la fleur au fusil parce qu'au vu du contexte, voilà, c'était plus un match de prestige pour moi. Mais c'est vrai que j'ai été étonné du match parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder personnellement. Il y a pas mal de choses intéressantes à retenir. Alors, du côté de Valence, c'est sûr que les joueurs ont eu envie de jouer le match et c'est bien une des seules choses qui reste à cette équipe parce qu'il n'y a pas forcément une identité de jeu, un plan de jeu, mais il y a eu de l'envie, il y a eu des belles séquences de transition et Barcelone nous a laissé beaucoup d'espace, il faut le dire, parce que c'est vrai que nous, Valence, on a l'habitude quand même de se faire presser dès notre ligne défensive. C'est vrai que Barcelone n'a pas mis beaucoup de pressing dans le jeu. Dans les transitions, ils avaient beaucoup de mal et c'est vrai qu'il va falloir vraiment corriger ça pour eux en vue de la Champions League dans 2 mois, mais dans les transitions, on leur a fait beaucoup de mal. Justement, dans ce match, on va aller voir à l'écran et on va garder l'image à l'écran. On va parler des Français. D'abord, les Français du côté du Barça. Il y a quand même 4 Français dans l'effectif du Barça. Tous n'ont pas joué. Déjà, Griezmann qui était titulaire mais qui n'a pas marqué. Déçu, satisfaite de la performance de Griezmann? On n'est pas déçu parce que malheureusement Griezmann reste un peu sur sa ligne de conduite de ces derniers matchs. On ne peut pas dire qu'il fait un mauvais match non plus, il rate. Il rate des grosses occasions, il rate des occasions franches quand, je crois, Jordi Alba lui remet le centre et qu'il la remet directement sur le gardien. C'est un peu... c'est Choupo-Moting, on appelle ça parfois. Alors. Exactement, je n'osais pas dire. Mais c'est un peu la ligne conductrice de Griezmann et ensuite qui est remplacée, qui sort. On n'est pas déçu, on attend beaucoup mieux toujours d'Antoine Griezmann. Mais bon, c'est pas un match mauvais, mais c'est pas un match excellent non plus. Alors, il y a un autre Français qui a joué, c'est l'Anglais
mais qui n'était pas titulaire. Qui est rentré. Voilà, qui est rentré, Coutinho, ouais. qui est rentré en cours de match. Surpris de sa performance, jusqu'à là il était titulaire, mais là cette fois-ci il est rentré en cours de match. C'est peut-être aussi ça qui a permis à Barcelone de surprendre entre guillemets Valence. Alors, il y a pas mal de choses à retenir sur le plan de jeu défensif de Barcelone. Ils ont commencé avec une charnière expérimentale avec Araujo et Menguensa. Oui. Bon, Araujo a marqué, il a fait un match solide. Menguensa, moi je le connaissais moins, mais je l'ai trouvé un peu faible. Après, voilà, c'est le début, il faut qu'il prenne le rythme. L'anglais, on le sait tous, on l'a assez dit, il fait une mauvaise saison, que ce soit même en équipe de France, il a perdu sa place, mais à Barcelone, il est mauvais. Moi, j'étais surpris de ce changement parce qu'il est intervenu quelques minutes après l'égalisation de Maxi Gomez. Il a remplacé Coutinho après la 73e minute de jeu. Et voilà, Barcelone, ils sont venus pour chercher des points. Valence, c'est un grand club, mais cette saison, c'est pas une grosse équipe. Il fallait peut-être faire un changement plus offensif que remplacer l'anglais par Coutinho. Mais bon, peut-être qu'il a voulu. Coman a voulu viser le match nul et... Il fallait colmater les brèches aussi. Hein. Barcelone, ça prenait un peu l'eau en défense. Le milieu, c'était pas top non plus. On voyait qu'à chaque quand même attaque de Valence, la défense de Barcelone était quand même exposée. Donc il fallait un peu colmater les brèches et voilà l'apport de Clément Lenglet. La réalité, c'est que de toute façon, celui qui n'a pas joué, c'est Umtiti, qui était sur le banc de touche, mais qui n'a pas été donc ni titularisé, ni est rentré en cours de match. Et puis il y a l'autre Français, c'est Dembélé, mais lui, il est blessé, donc il est logique qu'il ne soit pas sur la feuille de match. On va s'intéresser aux 3 joueurs français du côté des Valence. Ils étaient plus nombreux l'année dernière, mais on se rappelle tous que Coquelin est parti, donc du côté de Villarreal. Et puis, vous voyez donc à l'écran, les 3, c'est Mangala, Gameiro et Diakabi. Tout d'abord, Fred, c'est Diakabi qui est celui qui était titulaire et qui a marqué le premier but pour nos amis des Valence. Et qui fêtait son anniversaire ce jour-là aussi. En plus. Et alors Mouktar Diakabi, avant qu'il arrive à Valence, il était à Lyon, on le sait tous. J'étais réjoui qu'il vienne parce que offensivement, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, c'est un monstre. Il met beaucoup de buts. Sa dernière saison avec Lyon, il avait mis 5 buts en Europa League. Et à Valence, il nous en a mis pas mal. Contre Séville, je me souviens, la saison dernière ou la saison d'avant, il avait gagné la dernière minute. C'est un monstre sur les corners. En plus, quand tu vois que sur le but, il décroche de sa position sur le corner et qu'il n'est pas suivi, il est tout seul. Les joueurs le regardent, que ce soit les joueurs de Barcelone de Valence, le regardent remettre un coup de boule dans les cages de Ter Stegen. Donc non, c'est un bon match, il a été concentré, il a été solide. Voilà, Mouktar Diakabi, il progresse, il est jeune et il a fait un bon match. Et puis, il y a eu donc Mangala qui était remplaçant, mais qui n'est pas rentré en cours de match. Et puis, celui qui n'était même pas convoqué, qui n'était même pas sur la liste, et donc Kevin Gameiro, dont on disait qu'il pourrait partir là, à l'intersaison, au mercato d'hiver, à partir du mois de janvier. C'est vrai qu'il est en fin de contrat, c'est vrai que ça coûte cher, et c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup, il n'a pas beaucoup la confiance de Javi Gracia, l'entraîneur du côté des Valencia. Mais pour l'instant, ce que nous allons, c'est continuer avec notre sommaire et surtout nous intéresser au match qui va commencer dans quelques minutes. C'est à 19h45 la Real Sociedad qui va affronter l'Atlético de Madrid. Mais tout d'abord, le jingle, le match. Alors, le match, 19h45 pour la 15e journée du championnat espagnol. La Real Sociedad, 3e du championnat, qui va donc recevoir l'Atlético de Madrid. Nous vous avons préparé un petit tableau avec les performances de ces deux équipes. Vous allez voir donc la Real Sociedad 3e, l'Atlético de Madrid 1er. Et regardez, effectivement, il y a 3 points de différence entre les deux équipes avec les victoires à la maison pour la Real Sociedad 3/7 et à côté c'est 6/7 pour l'Atlético de Madrid, mais surtout l'Atlético de Madrid qui à l'extérieur a réussi plus de 50% de ses déplacements puisqu'il a gagné 3 des 5 matchs qu'il est allé jouer à l'extérieur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit qu'il est 3e, l'autre 1er, il y a juste 3 points de différence, mais regardez les matchs. La Real Sociedad a joué 15 matchs, l'Atlético de Madrid n'en a joué que 12. Il y a encore 3 matchs en retard. Théoriquement, l'Atlético de Madrid, aujourd'hui, aurait un avantage de 9 points supplémentaires s'ils venaient à remporter les matchs qu'ils ont en retard. Alors, moi, ma première question, est-ce que le point faible de la Real Sociedad n'est pas son entraîneur, justement, Imanol Alguacil?
juste rappeler que c'est la première fois qu'il entraîne une équipe de première division. Il était l'entraîneur des jeunes du côté de la Real Sociedad. Il a entraîné l'équipe B de la Real Sociedad. Il est entraîné pendant un certain temps l'équipe A de la Real Sociedad, mais juste pour remplacer des entraîneurs qui ont été virés à 2 moments différents de la saison. Là, il reprend l'équipe en tant qu'entraîneur principal depuis le début. Mais en fait, c'est peut-être le manque d'expérience qui commence à payer. On se disait il y a quelques semaines, il y a le bon touche, mais et lui, son manque d'expérience, est-il responsable aussi des dernières performances de la Real? Je pense pas qu'il soit responsable à proprement dit des dernières contre-performances de la Real Sociedad. C'est vrai que c'est un entraîneur inexpérimenté. C'est vraiment sa première grosse saison en haut de l'affiche pour l'instant. Il gère bien, mais à terme, je pense que ça sera difficile parce que son effectif n'est pas pléthorique pour pouvoir mener de front les deux compétitions, donc la Liga et l'Europa League. Pardon. Donc lui, c'est un entraîneur quand même qui a la tête sur les épaules. On lui avait posé la question en conférence de presse, est-ce que il ne faut vous enflammer par rapport à vos résultats? Vous êtes encore en haut du tableau. Il a dit non, moi ce qui compte, c'est le final. Lorsqu'on sera, pour reprendre ses mots, en haut du tableau, c'est-à-dire dans les 3 premiers ou les 2 premiers pour les 5 dernières journées, là, on pourra commencer à parler de prétendants au titre. Donc il a encore la tête froide, il sait ce qu'il fait, il gère encore son effectif, il est conscient qu'il n'ira peut-être pas au bout, il est conscient qu'il ne remportera peut-être pas la Liga, il est inexpérimenté, donc là, il est en train de faire ses gammes avec la Real Sociedad et il le fait plutôt bien pour l'instant. Alors, quels sont les plus de la Real Sociedad? Je vais vous montrer 2 photos, mais on va commencer avec la première. Peut-être l'un des plus de cette Real Sociedad, c'est justement son meilleur buteur, Mikel Oyarzabal. Fred. Alors, Juan José, pour Oyarzabal, il est blessé depuis 3-4 rencontres, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu étoffer ses statistiques. C'est compliqué pour lui. Oui. En match, la Real Sociedad, faut pas tout reposer sur Oyarzabal. C'est un groupe qui se construit. C'est pour revenir sur Emmanuel Alguacil, on va dire que le coach type maintenant, le coach espagnol type, c'est un coach qui a fait ses gammes dans les divisions inférieures, qui connaît le club. La Sociedad, c'est un club qui repose beaucoup sur sa formation, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes à la Sociedad qui viennent tout droit du centre de formation et qui font leur gamme petit à petit. Après, oui, pour revenir à Oyarzabal, il est international, c'est une promesse de la Liga, c'est un joueur vachement talentueux qui a été bon avec la Jujita, qui est bon avec la sélection. Mais voilà, c'est un collectif fort et il y a d'autres bons joueurs. C'est vrai qu'Emmanuel disait ce week-end, après sa défaite face à Levante, il disait, mais vous voyez, c'est la même équipe qu'il y a un mois, vous faisait rêver. C'est ça. Elle n'a pas changé, c'est vrai. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, tu dis c'est un collectif fort, mais peut-être que son bon touche, effectivement, n'est pas très étoffé. Après, et quand tu as Oyarzabal qui est blessé, quand tu as notamment David Silva, on a préparé justement une autre illustration avec David Silva qui est justement blessé, qui n'a pas joué les derniers matchs. Quand tu as tes meilleurs joueurs, les plus de cette équipe ne sont pas disponibles. Yanouza, Aramendi, ça fait beaucoup de blessés. C'est ça, c'est principalement ce qu'on disait, hein, c'est vraiment le banc qui est faible à la Real Sociedad aujourd'hui. Quand on a des joueurs importants de l'effectif, le meilleur buteur, Oyarzabal, on a David Silva, le métronome, le fer de lance de cette équipe, c'est difficile de ne pas perdre de points. Et justement, on le voit, ça s'écroule un petit peu, même si le mot est fort quand même, s'écrouler. Mais ça peine, en tout cas, un petit peu à la Real. Et on demande à voir dans les prochains matchs, dans les prochains mois, si ça sera aussi solide, mais je pense que ça sera quand même assez court avec un effectif réduit. Quand on parle de solide, forcément, il faut parler de l'Atlético de Madrid, qui est donc le rival de la Real Sociedad tout à l'heure à 19h45. Et parmi les solidarités, ou la solidité de cette équipe du Real de Madrid, il y a justement, et c'est un plus, c'est Jan Oblak. Ah oui. Le gardien de l'Atlético de Madrid, qui est le meilleur gardien aujourd'hui du championnat, puisque c'est lui qui a encaissé les moins de buts. Là, avec Simeone, on est paré pour beaucoup de choses. Fred. Qui aurait pu remplacer la meilleure version de Thibaut Courtois, donc pour ma part, celle de l'Atlético Madrid, qu'un joueur comme Jan Oblak. C'est vrai qu'avant qu'il arrive à l'Atlético Madrid, il venait de Benfica. Moi, je ne pensais pas qu'il allait avoir ce rendement, ce pédigré, mais bon, Cholo a un système de jeu qui fait qu'il se repose sur une défense costaud, et pour avoir une bonne défense, il faut un bon gardien.
on le sait. Et voilà, c'est vrai que l'Atlético Madrid, pour moi, et on l'a tous vu, c'est une équipe. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit un nouveau Simeone. Là, passent du 4-4-2 au 4-3-3 ou au 3-5-2. Il allait chercher des joueurs qui correspondent à l'identité du club. Et le mariage Simeone-Luis Suarez, pour moi, Suarez, c'est le genre de joueur qui va aller te chercher des points dans les matchs un peu bourbiers, entre guillemets, comme le match contre Elche. Elche, c'est un promu, c'est une équipe qui joue et il va chercher le doublé. L'Atlético Madrid, cette saison, c'est fort. Alors, la question qu'on peut se poser est qui avec Jan Oblak? Quels sont les plus avec Simeone et Jan Oblak? Alors, moi, j'ai choisi quand même un autre joueur, mais est-ce que c'est mieux d'avoir Joao Félix ou est-ce que c'est mieux d'avoir Luis Suarez, qui est donc aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs avec 7 buts? C'est le meilleur buteur de l'Atlético de Madrid. Joao Félix, Luis Suarez? Oui, il y a peut-être d'autres gens. Parce qu'on parle de Yannick Carrasco, de Coque. Ouais, déjà, entre Joao Félix et Luis Suarez, le choix est pas mal difficile. Hein. Fred le disait, Suarez, même si elle est plus le Suarez splendide d'antan, c'est quand même un joueur, c'est quand même un buteur né. Donc dans les matchs un peu difficiles, Suarez, c'est toujours bon de l'avoir. Et dans un autre registre, Joao Félix, c'est quand même un joueur qui balle au pied, super à l'aise, c'est un joueur percutant, c'est un joueur qui a remplacé superbement Antoine Griezmann. On l'attendait peut-être pas à ce niveau-là et il est pour l'instant très bon dans son registre. Donc dans 2 registres différents, j'aurais du mal à choisir déjà. Ouais. Alors ce match, quand je vous disais, c'est à 19h45, c'est dans quelques minutes. On a vu quels sont les pour, mais on n'a pas parlé des contre. Alors quelles sont les difficultés que l'Atlético de Madrid peut retrouver? On a vu quand même un Atlético de Madrid très particulier lors du match face au Real Madrid, où ils ont été ballottés à droite et à gauche par le Real Madrid. Est-ce que la Real Sociedad, Fred, est-elle capable de faire douter chez elle, donc, l'Atlético de Madrid? Jouer à Anoeta, c'est toujours été compliqué pour toutes les grosses équipes. Néanmoins, la Real Sociedad, ils sont sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 6 matchs nuls et 2 défaites. 2 défaites en Liga, une contre Barcelone 2-1, où ils auraient pu prendre plus cher si Griezmann était plus adroit devant les cages. Et ils sont en méforme, là ils ont perdu 2-1 contre l'Evente, l'Atlético Madrid sont en forme, l'Atlético Madrid joue, je pense que cette saison l'Atlético Madrid joue principalement le championnat, plus que la Champions League, même s'ils vont tout donner en Champions League. Et pour moi, a priori, je pense que l'Atlético Madrid devrait bien négocier le match. Oui, parce que dans le tableau qu'on vous a montré tout à l'heure, à la maison, la Real Sociedad n'a gagné que 3 des 7 matchs. Disputés. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais la réalité, c'est qu'elle a du mal à s'imposer du côté de Anoeta, le nouveau Anoeta. Ouais. Alisson, maintenant, résultat, si tu devais faire la quiniela, donc c'est l'autosporté français. Alors, résultat pour ce soir, avec 2 équipes qui luttent pour la tête du championnat. Faut le rappeler. Je dirais 2-1 Atlético avec un but de Suarez. Donc victoire à l'extérieur et l'Atlético de Madrid qui marque donc par le biais de Suarez qui viendrait égaliser Gérard Moreno de Villarreal. Exactement. Au moins avec un but. De ton côté, Fred? Moi, je vois un 3-1 ou un 2-1. Je vois bien Alexander Isaac de la Sociedad marquer parce que je le trouve en forme en ce moment. Il y a William José aussi. Hein. William José, oui. Mais après, je pense que la Real Sociedad vont se réveiller, vont se dire on a fait un super bon début de saison, on fait des choses bien, certes il y a des blessés, mais peut-être qu'ils vont aller essayer de faire mal à l'Atlético, mais je pense que l'Atlético va gagner le match. Oui. Bah, on verra ça tout à l'heure, 19h45, c'est dans quelques petites minutes donc ce match entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid pour garder ou pas la tête du championnat de la Liga. Mais maintenant, nous allons parler de cette équipe qui sont encore en lice en Europe, les 7 équipes espagnoles. 4 du côté de la Champions League, 3 du côté de l'Europa League. Et vous le savez bien, nous sommes des champions. Et oui, nous sommes des champions et donc on va parler tout d'abord de la Champions League avec les 4 équipes espagnoles, le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et Séville. Mais déjà, regardez la une de Marca le lendemain du tirage au sort. Marca écrit « Ni tan mal », qu'on peut traduire « c'est pas si mal », et elle fait référence à la chance, entre guillemets, qu'ont eu le Real Madrid en tirant l'Atalanta ou la chance qu'a eu Séville donc en tirant Dortmund.
Donc, Marca reconnaît dans la une qu'effectivement, c'est légèrement plus compliqué pour le Barça avec le PSG et pour l'Atlético de Madrid avec Chelsea. Et on va commencer, justement, on va commencer par le PSG. Parce que Barcelone-PSG, on parle souvent de Barcelone, mais on va s'intéresser au PSG aujourd'hui, troisième du championnat, puisqu'ils ont fait match nul face à Lille, après sa défaite il y a quelques semaines, en début de saison face à Marseille, après la défaite face à Lyon. Là, c'est match nul face à Lille, troisième du championnat. Le Barça sont cinquième de leur championnat. Alors, ce PSG d'aujourd'hui n'aura rien à voir, j'imagine, avec celui que nous allons découvrir au mois de février, puisque ce match va se jouer le 16 février. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le PSG est en mesure d'affronter le Barça? Les deux équipes sont plus ou moins en crise des jeux. Alors là, à l'instant T, je dirais que ça serait compliqué, même avec ce PSG qui est plus ou moins en crise, je dirais que ça serait quand même compliqué, même encore pour l'FC Barcelone, parce que la crise est pire du côté de la Catalogne. Mais comme tu l'as dit, Juan José, c'est en février. En février, il peut se passer énormément de choses, surtout dans la crise du football qu'on connaît, avec la Covid, avec des matchs qui sont pas maintenant. Donc je pense que quand même le Paris Saint-Germain va monter en puissance, que les joueurs comme Neymar qui est blessé actuellement, mais et comme Kylian Mbappé vont quand même monter en puissance, et on reverra un beau Paris Saint-Germain sur la scène européenne, même si la première phase de poule et la première campagne pour l'instant cette saison européenne n'a pas été fameuse pour eux. Justement, tu as parlé de Kylian Mbappé, mais la réalité, Fred, aujourd'hui, c'est qu'avec le PSG, ils ont du mal à fournir du jeu. Après ce match face à Manchester, ils sont retombés dans leur travers. Ils ont du mal à aller s'imposer. Et par contre, de l'autre côté, le Barça est en train d'améliorer petit à petit, justement, son positionnement en Liga. Il commence à monter un tout petit peu en puissance. Pourront-ils refaire ce qu'ils ont fait donc, lors de la remontada? Alors, c'est vrai que comparer on va dire les prestations de Champions League et les prestations de championnat dans le niveau de jeu, c'est un peu compliqué. Mais en Champions League, en tout cas, Barcelone a été performant. Bon, malgré un revers face à la Juventus, ils ont gagné les matchs. Paris, sur la phase retour, a été efficace. Barcelone, ils ont des problèmes dont je pense qu'ils vont pas être réglés si facilement et si rapidement. Ils ont des problèmes en défense, en fait, dans leur jeu de transition. Quand il faut garder le ballon, ils savent garder le ballon, le gardent même un peu trop. On peut le voir dans les matchs. Le ballon, il nous disait ça, Sofiane, ça dirait un peu du handball. Le ballon, il est à gauche, on l'amène à droite, on l'amène à gauche, et personne ose faire le geste, le dribble, la frappe de loin. Et Paris a des difficultés. C'est une période de fin de cycle, mais pour moi, Barcelone, faut qu'ils trouvent une solution en défense, parce qu'ils sont trop pénétrables. Alors, le PSG a quand même un avantage. Enfin, le Barça a Messi qui a réussi avec le but marqué, enfin le pénalty raté d'abord et le but marqué par la suite, son 643e but avec le Barça, ce qui égale le record de Pelé, qui commençait quand même à dater, donc 643 buts avec le même club. Du côté du PSG, on en a parlé de Kylian Mbappé, mais on a aussi un autre joueur qui peut faire la différence, hein. Bien sûr, c'est Neymar. D'ailleurs, regardez Neymar. Rien qu'avec ses tatouages, pourrait faire peur à l'équipe de Barcelone. Neymar qui vient de signer un nouveau contrat promotionnel avec Superdry. Donc, c'est des caleçons biologiques. Donc, si vous tenez à regarder les photos, je vous invite à aller sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Alors, Neymar, il n'est jamais là en fin de compte. Neymar, il n'est jamais là. En Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Le dernier gros match de Neymar, en mémorable en tout cas, c'était avec Barcelone, justement, lors de la remontada. Oui. Et ça commence à dater maintenant. Ça commence à dater. Le dernier match qui a marqué les esprits, c'est celui-là. Mais en Ligue des Champions, pour l'instant, Neymar, avec le Paris Saint-Germain, il est fantomatique. Donc, je pense que ça sera l'occasion, une fois pour tour, de faire taire tout le monde et de marquer les esprits. En plus, un
grand Neymar contre un Messi de Barcelone à Barcelone, je pense qu'il va saisir la chance. Mais après, est-ce que dans son inconscient, il y aura quand même je pars pas, est-ce que Barcelone, j'y vais, si je fais un grand match, est-ce que la presse, ça peut jouer aussi tout ça. Donc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir un gros Parce Neymar. que là, on parle de Kylian Mbappé, on parle de Neymar, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si Kylian Mbappé va renouveler son contrat avec le PSG ou il va partir. Est-ce que ça peut jouer justement au mois de février? Ça peut. C'est le même cas pour notre ami Neymar. Mais dites-moi un mot, et Tuchel, qu'est-ce qui va se passer avec Tuchel? Il est à sa 12e saison. Il peut demander à lever l'option de jouer une 3e année. On sait qu'avec Unai Emery, ça ne s'est pas passé comme ça. Après les 2 années, le club et l'entraîneur ont décidé de ne pas continuer. Mais Tuchel, au mois de février, avec un Neymar qu'on ne sait pas s'il est là, ou il sera là ou pas, avec Kylian Mbappé, est-ce qu'il sera là ou pas, avec Tuchel, est-ce qu'il sera pas ou là, où va le PSG? Aura-t-il la force mentale de pouvoir s'imposer dans un 8e de finale comme celui qui va jouer face au Barça? Mais d'abord, Tuchel, faut qu'il reconquérisse son vestiaire. Là, s'il nous commence à faire des compositions sorties du chapeau, là, je pense que ça sera le match de trop et il sera définitivement, et je pense publiquement aussi, ces joueurs ne le suivront plus. Ensuite, le cas Tuchel, c'est un peu une inconnue parce qu'on sait que c'est Doha qui l'a mis ici, donc d'où les frictions un peu avec Leonardo, parce que Leonardo n'était pas trop d'accord. Très bien avec Exactement. Lui, mais je pense que l'année prochaine, ça sera fini pour Thomas Tuchel. Je pense qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat cette saison, parce que qui pour le remplacer? On parle de Pochettino, on parle d'autrui, mais pour l'instant, sur le papier, on voit pas bien qui peut venir remplacer Tuchel au Paris Saint-Germain. Donc ça sera sûrement sa dernière saison, et l'année prochaine, on verra. Oui, je suis d'accord avec vous, Fred, mais la question que je me pose, où est-ce que Tuchel a fauté? La première saison, il était magnifique. Il savait gérer son vestiaire, il savait gérer les stars, ce qui n'était pas le cas d'Unai Emery. Et puis, quelques mois après, ça ne va pas du tout. Donc, il y a ce problème avec Leonardo. Ça, c'est une réalité. Mais où est-ce qu'il a fauté? Alors, selon moi, Tuchel, c'est un bon communicant. On le sait, il est arrivé à Paris. Est-il un bon entraîneur? Non, mais il avait fait à Dortmund, il avait fait ses gammes. Il était venu, on l'avait présenté comme un entraîneur qui allait imposer un style de jeu vraiment élaboré. Tuchel, alors le bilan où il a fauté, et tout le monde est d'accord pour le dire, c'est qu'on a du mal à reconnaître un projet de jeu au sein du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui se repose sur ses individualités. Et c'est là où Tuchel il a fauté, c'est pas autre part, c'est sur le jeu qu'il nous propose. On n'a pas le style de jeu, on n'a pas l'identité de jeu, on aurait tous du mal à dire ah bah le PSG de Tuchel ça jouait comme ça. Mais au-delà de ça, je pense que le costume est beaucoup trop grand pour Thomas Tuchel. Je pense mais la saison dernière, on disait pas ça. La saison dernière, on le disait pas du tout. On le disait un peu quand même. En Ligue des Champions, c'était pas fameux. Alors oui, ils sont allés en finale de Ligue des Champions, mais c'était pas non plus en championnat. Enfin, Fred l'a dit, le fond de jeu, etc. C'était pas fameux. Je pense que pour être une grande équipe, il faut un grand entraîneur. On le voit au Real Madrid, on le voit dans d'autres clubs, et surtout pour gérer l'ego des grandes stars, il faut avoir de la poigne. Alors à Dortmund, c'était très bien, mais au Paris Saint-Germain, on sait qu'un Neymar ou un Kylian Mbappé, parfois, ont un peu tendance à être au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Et il faut des joueurs comme un Mourinho qui viendrait et qui leur dirait « Hé les cocos, ici, c'est moi l'entraîneur et vous n'êtes pas au-dessus de l'institution. Calmez-vous, c'est moi qui gère. » Et là, on a eu un peu... Tuchel a eu tendance à se faire marcher sur les pieds. On le voit avec ses compositions d'équipe, on le voit avec les déclarations de certains joueurs. Le costume est beaucoup trop grand pour Tuchel, et ses compositions d'équipe fabuleuses qu'on lui connaît, ses tactiques, changements tactiques aussi pendant un match qu'on comprend rien. Enfin, c'est un entraîneur très allemand aussi, hein. C'est-à-dire que l'entraîneur meurt avec ses idées. Personne ne le fera déroger de son idée principale. On va recentrer le débat. On a dit, le PSG, on ne sait pas si Kylian Mbappé sera là l'année prochaine, on ne sait pas si Neymar sera là, on ne sait pas si notre ami Tuchel sera là. Du côté du Barça, il y a des élections le 24 janvier à la présidence du Barça, donc on ne sait pas dans quel état cette équipe ou ce club va pouvoir être au mois de février. On ne sait pas si Messi va être parmi
les joueurs qui vont continuer dans ce projet. On ne sait pas du tout non plus si, avec la nouvelle équipe, notre ami Koeman va continuer à la tête du Barça. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de doutes sur ce match que, je vous rappelle, aura lieu le 16 février. Donc, à Barcelone, puisque le match va se jouer d'abord à Barcelone entre le Barça et le PSG. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé des Dortmund. C'est super parce qu'on va parler des Séville, puisque c'est Séville qui a eu la chance, entre guillemets, qu'on dit notre ami Marca, de tomber sur Dortmund. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dortmund? On a quelques images d'ailleurs du Borussia Dortmund. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une équipe, Alisson, qui vient de virer son entraîneur, Lucien Favre? C'est une équipe qui est un peu en difficulté. On les connaissait les saisons précédentes avec une équipe qui sortait beaucoup de jeunes, une équipe qui marquait beaucoup en Bundesliga, une équipe qui jouait un peu au foot. Pour moi, Dortmund, alors ne me frappez pas, c'était un petit Barcelone que ça jouait beaucoup au ballon, ça jouait vite, ça transmettait vite le ballon et ça se projetait vite vers l'avant. Et là, cette saison... Il y a 2 ans, quand il y avait notre ami... Tuchel qui était l'entraîneur. Aussi, mais un peu avant aussi, c'était quand même une belle équipe Dortmund. Et là, c'est un peu le déclin. Donc pour Séville, qui a fait une belle campagne européenne, mis à part son revers contre Chelsea, c'est abordable. C'est vraiment un match abordable. Justement, Séville. Est-ce qu'il a, comme dit nos amis de Marca, une chance de passer ce 8e de finale face à Dortmund, qui est dans des moments compliqués? Ils sont 5e du championnat aujourd'hui, les Allemands. Mais Séville est 7e, faut se le dire aussi. Alors franchement, c'est parmi les 4 8e de finale pour les clubs espagnols, c'est le match où j'ai le plus d'incertitude parce que j'ai du mal vraiment à situer le vrai niveau de jeu de Séville, de Dortmund. C'est des groupes bien composés, c'est des groupes avec des bons joueurs. Lopetegui fait un superbe travail avec Séville. Après, en ce moment, c'est une équipe un peu irrégulière, j'ai l'impression. Il leur manque un peu, si je pense, un tueur devant. Chose que Dortmund a. À Séville, on a 3 attaquants. On a Luke de Jong qui fait pas une bonne saison. On a Mounir qui est blessé. À ce moment, il y a El Nessiri, le Marocain, qui est plutôt prometteur. Dortmund, c'est un bon groupe. Après, voilà, ils changent de coach, mais les joueurs... ça va être un beau match, de belles rencontres et il y aura du spectacle, je pense. D'ailleurs, les images que vous avez vues tout à l'heure de l'entraînement des Dortmund, juste pour info, c'était donc à la fin de l'été, c'était du côté des Marbella, parce que les Allemands aiment beaucoup l'Espagne, et notamment Marbella, et c'est des images prises à l'entraînement du côté des Marbella. Une autre équipe, celui qui a eu apparemment vraiment de la chance au tirage au sort, c'est le Real de Madrid qui va jouer l'Atalanta Bergame. L'Atalanta. Alors, est-ce que c'est de la chance ou pas du tout? C'est de la chance. Déjà, le parcours du Real Madrid pour arriver premier, autant ils ont été conquérants, mais ils ont été un peu chanceux aussi pour finir premier de ce groupe. Ensuite, l'Atalanta, je pense que c'est l'une des équipes... Il n'y a pas d'équipe faible, mais c'est l'une des équipes les plus abordables, je trouve, de ces 8e de finale. On l'a vu la saison dernière contre le Paris Saint-Germain. Alors, je l'ai trouvé un cran au-dessus l'année dernière, plutôt que cette saison, même si ils sont pas mal en Serie A. Mais je trouvais que l'année dernière, c'était un peu plus solide, du moins, et ça allait beaucoup plus vite devant et ça marquait un peu plus. Donc là, le Real, je pense qu'un Real en Ligue des Champions fait toujours le travail. Les hommes de Zidane sont toujours présents en Ligue des Champions. Donc, je pense normalement, après sait-on jamais, que le Real devrait, peut-être pas facilement, mais en tout cas se qualifier. Atalanta, elle me rappelle quelque part l'Ajax d'il y a 2 saisons. C'est Ajax qui avait éliminé le Real Madrid en Champions League, qui avait fait une superbe saison et par la suite, ils se sont éclipsés. Est-ce que l'Atalanta ne fait ça en fait? Ça fait 2 années où ils sont vraiment très bien. Bon, il y a eu ce match face au PSG un peu bizarre lors de la phase finale à Lisbonne pour la Champions League, mais ils ne sont pas plutôt sur le déclin? Alors l'Atalanta, Gasperini, c'est un bon coach à l'italienne, c'est un romantique du foot et il y en a plus beaucoup. C'est sûr que comme l'a dit Alisson, l'Atalanta sont moins dominants, moins impressionnants que la saison dernière. En plus, on l'a vu, Papu Gomez va partir. Il y a eu un gros clash avec Gasperini et il n'a pas été convoqué là ce week-end. Il va partir, donc ils perdent un peu leur meneur de jeu, leur leader. C'est une équipe qui est légèrement moins compétitive et je pense que le Real Madrid revient très fort. Depuis 5-6 matchs, ils sont très bons. Là, ce week-end contre Eibar, certes, il y a 2-1 jusqu'à la 90e minute,
mais dans le jeu, dans les actions, il y a eu beaucoup de belles choses. Je pense en plus par rapport au style de jeu de l'Atalanta, c'est une équipe qui n'a pas peur d'aller vers l'avant, et le Real Madrid c'est une équipe qui est très forte dans la percussion, dans le jeu de transition. Pour moi, le Real Madrid devra gagner ce match. Oui, justement, tu as parlé de Gasparini, mais en fait, peut-être le vrai atout de cette équipe, c'est justement Gasparini, parce qu'il n'y a pas des grands noms du côté de l'Atalanta. Il a su construire une équipe avec de vieux baroudeurs du football et puis des jeunes. Et donc, il a créé cette équipe, mais le ciment de cette équipe, c'est en fin de compte, c'est Gasparini. Ah, totalement. L'Atalanta, je pense que la majorité des gens, la saison dernière, ne pouvaient pas citer 5 joueurs de cet effectif de l'Atalanta. On ne les connaissait pas. Il faut dire ce qui est. Le grand public ne connaissait pas ces joueurs. Et lui, justement, la force de ce coach, c'est que il a su rallier la jeunesse, parce qu'il y avait des joueurs extrêmement jeunes, mais il y avait des joueurs aussi, c'était des vieux de la vieille. Donc des joueurs qui ont de la bouteille. Et pour marier ces deux camps, c'est pas facile quand même quand on est coach. Et il l'a fait à merveille la saison dernière. Atalanta qui aujourd'hui effectivement n'est que 7e du championnat alors où on vous parle. Et puis la dernière équipe en Champions League, c'est l'Atlético de Madrid qui a tiré Chelsea lors de ce tirage au sort. Chelsea qui est aujourd'hui 8e du championnat de la Première Ligue. Chelsea. Alors là, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué, d'autant plus que Chelsea a quand même construit pendant l'été et donc une équipe justement pour essayer d'aller loin en Champions League. Ils se sont largement renforcés par rapport à l'année dernière. Alors, ce match de l'Atlético Madrid, ça va être pour moi, je pense, peut-être la plus belle affiche de ces 8e de finale. Alors Chelsea, c'est une équipe. Bon, là, tu me dis qu'ils sont 8e de championnat, mais c'est une équipe, pour moi, c'est une des meilleures équipes de Première Ligue cette saison, c'est une des meilleures équipes européennes. C'est un groupe, voilà, il y a eu beaucoup de joueurs titulaires qui sont arrivés cet été, Werner, Ziyech, Kai Havertz et j'en passe, Thiago Silva. Mais et l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui se reconstruit une identité, enfin non, qui se reconstruit pas une identité, mais qui est performante et qui est moins, on va dire, c'est moins une équipe à réaction qu'auparavant. Ça va être une belle affiche. Après, voilà, à voir si les joueurs de Lampard seront en mesure d'être prêts au bout de 6-7 mois, d'avoir les automatismes nécessaires pour pouvoir vaincre l'Atlético Madrid. Ça va être une belle affiche. Il y aura... Non, je serai devant mon poste de télé, moi. C'est donc 50-50 du côté de Chelsea Atlético de Madrid. C'est 50-50. Honnêtement, c'est très difficile ces deux oppositions de style entre guillemets. Simeone, on va pas revenir dessus, on le connaît. Chelsea cette année, ça revient pour moi sur le devant de la scène européenne. Ils ont fait une bonne campagne en Ligue des Champions. C'est solide sur toutes les lignes, c'est beau à voir. On est content de revoir Chelsea à ce niveau. Ça sera un énorme match et ça fait partie des deux plus gros avec Barcelone, Paris Saint-Germain affiche pour ces matchs à venir. Alors, il nous reste 3 affiches dont il faut parler. C'est les matchs des Europa League, donc avec les 3 équipes espagnoles, Villarreal, Granada et la Real Sociedad. C'est la première équipe dont on va parler, et celle de Villarreal, qui est aujourd'hui entraînée par Unai Emery. Voilà, c'est le Buenas tardes, c'est la voix d'Unai Emery lors d'une conférence de presse, mais c'est juste les images que je voulais vous montrer de Unai Emery lors de sa dernière conférence de presse en Liga, où le Villarreal est allé s'imposer à l'extérieur et donc a conforté sa 4e place. Ils vont avoir fort à faire, Fred, face aux Autrichiens de Salzbourg, sachant que Salzbourg est quand même aujourd'hui la première équipe du championnat autrichien. Certes, après Salzbourg a vendu entre guillemets son meilleur joueur, Slobozaj, à Leipzig, le club partenaire. Villarreal sous Unai Emery, c'est une bonne équipe. Franchement, c'est une bonne équipe de Liga. Je pense que le mariage se fait vraiment bien entre Unai Emery et Villarreal. Il revient un peu. Voilà, Unai Emery, c'est un coach qui a fait ses gammes en Espagne. Il est parti au PSG, ça c'est plus ou moins. C'est l'un des entraîneurs qui a le plus gagné des titres en France. Hein. Ouais. Et après, Arsenal, comme ça, hein. Arsenal, comme ça. Après, quand on regarde les chiffres. C'est ça. Mais c'est vrai que la presse, on n'était pas très. Et puis la C3, c'est sa compétition aussi. C'est sa compétition. Ouais. Villarreal, c'est un groupe qui est bien composé. On en parlait la dernière fois avec Alisson. Gérard Moreno devant qui est international, meilleur buteur, donc. Qui est Pichichi de Liga.
j'en parlais avec Alisson, hein, ils ont des bons défenseurs centraux, que ce soit Pau Torres qui est international alors qu'il a 23 ans, et Raúl Albiol, Asenjo, il me semble, dans les cages, Iborra, Dani Parejo, genre Moreno, Paco Alcacer, c'est des joueurs qui ont l'expérience, et là c'est 3 de sa compétition, comme le disait Alisson. Et voilà, le Villarreal, c'est un club qui est vachement bien géré, avec des dirigeants qui sont très familles, qui veulent le bien de leur équipe, tout simplement. Et Villarreal va aller loin, je pense, moi, en cette saison. Alors, celui qui, on ne sait pas s'il ira loin ou pas, c'est Grenade. Grenade qui a tiré donc au sort Naples. Tu connais bien le football italien. Naples, qui était dans le groupe d'ailleurs de la Real Sociedad et qui ont terminé donc premier du groupe en battant la Real Sociedad lors du dernier match. Alors là, par contre, c'est un morceau très compliqué pour une équipe qui joue pour la première fois l'Europa League. Et Naples a quand même beaucoup d'atouts. C'est ça, c'est Granada, là, c'est le petit pousset de la compétition qui aussi a fait un beau parcours, hein, jusque-là. C'est quand même la petite surprise de cette Ligue Europa. Et en championnat aussi, ils s'en sortent pas trop mal. 6e aujourd'hui. C'est ça, 6e du classement de Liga. Mais malheureusement, ils ont tiré un gros morceau. Le Napoli qui est 2e, je crois. 5e, pardon. De Serie A. C'est quand même une équipe expérimentée avec des joueurs expérimentés. Donc ça sera très très difficile à Grenade pour aller chercher un résultat, mais c'est pas impossible, mais ça sera difficile. Parce que Grenade peut compter aussi sur des joueurs très expérimentés. On vous en a parlé il y a quelques émissions. C'est notamment le cas des soldats que vous voyez tout à l'heure à l'image lors d'un entraînement avec l'équipe andalouse. Et puis la Real Sociedad, qui est la 3e équipe en Europa League. On en a parlé en début d'émission, justement, parce que son match face à l'Atlético de Madrid vient de commencer. La Real Sociedad, on s'est posé la question, aura-t-elle les moyens de faire face aux 2 compétitions de face, d'autant plus que les 16e de finale de Europa League, la Real Sociedad va jouer Manchester United. Et ça sera le 18 février à 19h. Ça sera un beau match aussi, Real Sociedad Manchester United. On sait que Manchester United, c'est une équipe quand même assez cohérente, mais c'est une équipe qui, devant, des fois, pêche. Avec Anthony Martial, on sait qu'il loupe énormément devant la cage. Donc, il y a quand même... Ils vont jouer leur faire-valoir, hein. Ils vont jouer leur va-tout. La Real Sociedad, on en a parlé précisément, c'est une équipe qui joue au football et qui sait d'ici là peut-être que David Silva reviendra de blessure et que l'effectif un peu se réétoffera. Donc je pense que la Real Sociedad a quelque chose à jouer, même si ça sera difficile. Ça sera difficile pour la Real Sociedad lors des 16e de finale, donc face à Manchester. Manchester qui sont 3e aujourd'hui de la Première Ligue. Les matchs d'Europa League vont donc se jouer le 18 février. Vous rappelez que les matchs des Champions League, donc les dates, c'est le 16 février pour le Barça PSG, le 17 février pour Séville Dortmund, l'Atlético Madrid Chelsea le 23 février et le 24 février pour Atalanta Real Madrid. Maintenant, nous allons nous intéresser donc à la 15e journée de championnat, donc 15e journée qui a commencé tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est la quiniela. Et oui, la 15e journée du championnat a commencé tout à l'heure. C'était à 17h30 que Valencia affrontait Séville. Le match est pratiquement en train de se terminer. Et puis, il y a un autre match qui a commencé aussi à 17h30. C'est Elche Osasuna. 19h45, on vous l'a dit, Real Sociedad Atlético de Madrid. Et puis, à 22h, vous allez pouvoir suivre, si vous le souhaitez, Real Valladolid, Barcelona. Comme je vous dis, c'est donc à 22h et Villarreal Athletic Club de Bilbao, Villarreal qui joue donc aujourd'hui aussi à 22h. Mais surtout, regardez les matchs pour demain mercredi avec Getafe Celta à partir de 17h30. 19h45, Real Madrid Granada, match intéressant entre ces 2 clubs européens, sachant qu'effectivement le Real Madrid est donc à la poursuite, pas de l'Octobre Rouge, mais de l'Atlético de Madrid. Pour ceux qui s'intéressent au cinéma, donc ils savent de quoi je parle. Et puis il y a Deportivo Alavés
Eibar et Real Betis Cadiz. Alors, quel est le match parmi ceux que je vous ai cités, ceux qui vont commencer à partir de 22h tout à l'heure, ou ceux de demain, qui est celui qu'il ne faut pas rater? Est-ce qu'on est sur le Real Betis Cadiz pour parler du duel andalou entre ces deux clubs, sachant que l'Andalousie a quand même 4 équipes en première division? On ne le dit pas souvent, ils ont 4 équipes en première division pour l'Andalousie. Ou est-ce que c'est un Real Madrid-Granada? Est-ce que c'est le Barça-Valladolid? Vous retiendrez quel match? Moi, j'ai envie de voir Real Madrid-Granada déjà pour voir si le Real Madrid continue sur la lancée, de voir si le Real Madrid consolide son niveau de jeu. Et Granada aussi, ça fait toujours plaisir de les voir, même si j'espère qu'ils ne vont pas prendre l'eau. Et peut-être, on en a parlé en C3, c'est peut-être un avant-goût d'une grosse équipe qui pourra les attendre en C3. Donc une petite préparation avant l'heure. Fred? Pour ma part, genre, subjectivement, c'est Valence-Séville, mais pour l'intérêt de la Liga, moi, je trouve que c'est Real Sociedad de Atlético de Madrid, car là, la Real Sociedad a besoin urgemment de points s'ils ont la prétention de jouer les places en Champions League. Et voilà, s'ils perdent ce match alors qu'ils ont 3 journées de plus que l'Atlético Madrid, je pense que la différence sera creusée. Justement, et j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que, aujourd'hui, on vu des performances de l'Atlético de Madrid avec 3 matchs en moins et la possibilité de battre la Real Sociedad, match qui a commencé depuis quelques minutes, est-ce que l'Atlético de Madrid pourrait aujourd'hui pratiquement tuer la Liga, sachant qu'ils ont quand même 9 points après encore à jouer? Non, je pense qu'on tue la Liga quand on a vraiment 12 points actés. Mais en tout cas, moi, je le dis depuis le début de la saison, l'Atlético Madrid, pour moi, c'est le présentant le plus sérieux au titre. Et je pense que cette saison, l'Atlético remportera le titre de Liga. Mais après, derrière, ça revient bien. On a le Barça, même si il est un peu loin, qui revient à 5 points. On a toujours le Real Madrid en embuscade. Mais l'Atlético, pour moi, le titre en tout cas lui tend les bras, même si c'est un peu prématuré de le dire. Fred? Euh, L'Atlético peut donner quand même un coup important à la Liga, parce qu'il y a toujours ces 3 matchs. Après, il faut les gagner, on est tous d'accord, il faut les gagner. Mais ils sont en mesure de pouvoir gagner et récupérer 9 points, ce qui mettrait quand même le Real à 9-12 points. Alors, je pense que on le sait tous, hein, l'Atlético Madrid est un candidat sérieux à la Liga. Après, voilà, la Liga, au contraire, est intéressante du point de vue de la compétition. On peut pas tout de suite savoir qui va gagner le titre. Ce serait bien qu'il soit champion d'automne déjà. Ce serait un bon pas en avant. Et après, voilà, comme l'a dit Alisson, le Real Madrid revient vraiment fort. Pour moi, Barcelone, ils pourront pas. Après, voilà, à part si l'équipe se métamorphose dans les semaines à venir. Mais pour moi, Barcelone, ils pourront pas. Barcelone, c'est mieux qu'ils visent les places en Champions League, mais c'est plus à leur hauteur, ce qui est déjà, termine déjà 3e. Ce qui est déjà honorable, hein, de se qualifier dans 4 premiers de Liga. Pour moi, ça va vraiment jouer entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Après, voilà, l'Atlético Madrid, je pense vraiment que cette saison, ils se sont dit, c'est là, il faut qu'on la gagne. Simone, il veut la gagner. Il a fait un mercato pour. Il y a une concurrence saine, il y a des joueurs qui reviennent fort, comme Thomas Lemar qui était au placard depuis qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid. Ouais, Maintenant, qui joue. Et qui a un rôle de meneur de jeu, il joue intérieur, que ce soit à droite ou à gauche. Il a vraiment les clés du jeu pour lui, au détriment de Marcos Llorente qui doit rester un peu plus bas. Mais je veux dire, c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, qui a cherché, on en parlait tout à l'heure, de Luis Suarez. Pour moi, c'est un attaquant qui va te chercher des points, qui va te faire gagner des matchs que peut-être João Félix aurait été trop tendre pour faire gagner ce genre de match. Mais il faut qu'il confirme, il faut qu'il prenne des points, et que les grosses affiches telles que Real Sociedad, Atlético Madrid contre Real Madrid, faut pas qu'il les perde. Quand on voit le match aller, du coup, Real Madrid, Atlético Madrid, ils sont passés à côté du match. Le Real Madrid les a asphyxiés, ils étaient dominés. Et voilà, donc on sait qu'en Ligue 1, en fait, cette saison, il n'y a aucune équipe qui est imbattable, il n'y a aucune équipe où on se dit c'est la référence, cette équipe, c'est l'équipe à abattre. Mes amis, vous qui suivez le football espagnol et la Liga, on va vous laisser aller justement récupérer ce Real Sociedad Atlético de Madrid que je sais vous avez envie d'aller voir comme nous allons le voir dans quelques minutes dès qu'on aura terminé l'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Vous avez donc l'adresse des différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre et nous on reviendra très bientôt pour vous donner des nouvelles infos sur la Liga parce que Inside Liga continue, elle se transforme et vous découvrirez ça dans les prochaines semaines. Hasta muy pronto, os esperamos aquí
en Cabesport con Inside Liga.